Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la deuxième table ronde, qui sera une table ronde qui sera notamment dédiée à la sécurité, la règle des 80-20 pour vous permettre de bien dormir la nuit. Et je demande à Vivien, donc, qui est Senior Solutions Architect chez AWS et modérateur de la table ronde, accompagné de Paul Arthur, CEO de Mindflow, Thibaut, qui est le Head of Cybersecurity de Paddock, et Harry, qui est le CTO de Dalma. Merci beaucoup Ariel. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui, j'espère que vous passez un bon moment, parce que nous on est vraiment ravis d'être ici. Alors déjà, petite question à main levée, selon vous, quel est le risque numéro 1 qui est identifié par les entrepreneurs et qui les empêche de dormir? Est-ce que ça va être le réchauffement climatique? Est-ce que vous pensez que ça peut être le numéro 1? Est-ce que ça peut être les guerres, le climat macroéconomique? En fait, non. En 2022 et en 2023, pour 2 années d'affilée, c'est le risque qui est lié au cyber. Donc, tout ce qui va être vol de données, les attaques, les ransomware, tous ces éléments-là empêchent certains de nos entrepreneurs de dormir. En tout cas, il était remonté en tant que numéro 1. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui. Et moi, ça fait 4 ans que je suis chez AWS. Ça fait 4 ans que je suis Solutions Architect. Je parle à des centaines de startups. Et on en parle évidemment parce qu'on a des outils qui peuvent vous aider, vous en doutez. Mais c'est pas l'objectif de cette session aujourd'hui, c'est de vous parler finalement du contexte. Chaque entreprise est différente. Chaque entreprise va avoir des risques qui vont être différents. Et vous avez une analyse de risque à faire. Et aujourd'hui, en fait, on a voulu faire cette session. On va vous présenter 3 entreprises qui ont des business différents, des risques différents, pour vous faire partager justement leur expérience et voir un petit peu comment ça pourrait vous aider à choisir aujourd'hui votre stratégie, c'est-à-dire investir au bon niveau, ni trop peu, ni trop. Donc voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Harry Bellinga, Paul Arthur Jonville et Thibaut Langagne. Donc je vais vous laisser vous présenter, si tu veux commencer à te présenter, Harry. D'accord. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Harry, je suis CTO et cofondateur de Dalma. Dalma, c'est une assurance pour les chiens et les chats. Donc d'ailleurs, si vous en avez dans la salle un chien ou un chat, je fais la pub en même temps. Donc nous sommes lancés il y a 3 ans, nous sommes une start-up française. Nous assurons aujourd'hui à peu près 40 000 animaux en France et en Allemagne. Dalma, c'est 3 cofondateurs, un peu plus de 50 collaborateurs et nous avons fait 2 levées de fonds. Un peu sur mon background, j'ai un background en ingénierie, en machine learning pour être plus précis. Mon premier travail, c'était en Allemagne, dans une start-up dans des moteurs de recherche. Puis j'ai travaillé dans le conseil en innovation. Je suis revenu en France, conseiller en innovation, costard, cravate, classique. Je suis retourné dans des start-up. J'ai fait pas mal de temps dans plusieurs start-up et mon rêve, c'était toujours de créer ma start-up. J'ai rejoint mes 2 associés qui avait l'idée de lancer une start-up dans les animaux. Donc, j'ai travaillé dans les start-up. J'ai vu des start-up grandir, passer de 20 personnes à 120 personnes. J'ai vu des produits évoluer. J'ai vu pas mal de choses et j'ai un chat, donc je leur ai dit allons-y, let's go. Ça me tente vachement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité et de l'histoire de Dalma. Merci beaucoup. Paul Arthur, je te laisse continuer. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis le cofondateur et CEO de Mindflow. Mindflow, on fait quoi en fait? On fait de l'orchestration et de l'automatisation, de la cybersécurité et de l'IT. Il faut nous voir comme un Zapier destiné aux grandes entreprises. Et il y a énormément de tâches complexes, énormément d'outils dans la sécurité et dans l'IT qu'il faut orchestrer pour faire des opérations au jour le jour. Donc on donne une plateforme no-code qui permet de les automatiser. On est bientôt 40 en 3 ans, donc aussi plusieurs levées de fonds. Et nous, la particularité, c'est que quand on a créé Mindflow, il fallait qu'on soit capable d'adresser des grandes entreprises dès le jour 1, parce que c'est notre ICP. Et on y reviendra un peu à ce qu'on a mis en place en étant une boîte cyber qui propose de la cyber à des grandes entreprises. Super, merci. Thibaut, je te laisse la main. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Thibaut Langagne, je suis directeur technique du pôle cyber de Paddock. Paddock, c'est une entreprise de conseil en informatique. On fait du cloud, du DevOps et de la sécurité. Et donc je suis venu créer ce département il y a 4 ans pour essayer d'aider les entreprises dans le cloud à se sécuriser sans contrainte pour le DevOps, sans contrainte pour les équipes. Essayer d'avoir une nouvelle approche où la sécurité, c'est pas une épine dans le pied, mais parfois même ça peut être le contraire aussi. Donc tout ce qui est sujet de Kubernetes et tous les mots-clés qui font plaisir. Super, merci beaucoup. Je permets de commencer par toi, Harry. Déjà, quand tu as commencé, en fait, j'imagine que c'était un sujet, la sécurité. Comment tu dormais la nuit? Comment tu as fait pour dormir la nuit et te sécuriser?
Je souris parce que s'il y a les entrepreneurs dans la salle, le premier truc, c'est qu'on dort pas la nuit. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, déjà. On a beaucoup de choses dans la tête, mais c'est une très bonne question. Comment je fais pour dormir la nuit? Et sans parler tech, déjà, ce qui empêche quelqu'un de dormir la nuit, c'est lorsqu'on se dit on a oublié de faire quelque chose. Je suis chez moi, est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que j'ai coupé l'eau? Et même lorsqu'on dort bien, si vous avez un conjoint, il vous réveille, il va vous pousser. J'ai entendu un bruit, va regarder, est-ce que c'est un danger? Et c'est la même chose dans nos entreprises. C'est avant d'aller dormir, on se dit, est-ce qu'on a tout bien fait? Je donne un autre exemple, c'est est-ce que je dors mal la nuit parce que j'ai peur de me faire attaquer par un ours? Non, du tout. J'ai pas besoin d'acheter un piège à ours. Mais par contre, si je suis dans un autre contexte, oui. C'est pour dire que dans l'entreprise, ce qu'on fait, c'est principalement, on se protège par rapport aux risques qui vont arriver, les plus probables. Un ours, c'est pas probable. Si je pars au ski, vous louez des casques de ski, on va vous demander, est-ce que vous avez besoin d'un casque ou pas? C'est une autre question. Maintenant, c'est à vous d'assumer. Est-ce que je décide de faire du ski sans casque? C'est possible, mais il faut l'assumer. Et c'est la même chose en sécurité. C'est ce qui empêche, en fait, ou qui nous tient éveillés, c'est est-ce que j'ai mis mon casque? Est-ce que je me suis bien protégé? Et voilà. Donc, ce qui est la réalité, maintenant, dans les startups, on peut pas se protéger tout le temps. Le risque zéro n'existe pas. On va faire des choix. Est-ce que je me protège contre tout? Et ce que j'ai fait dans mon cas, pour être plus précis, c'est une longue liste des risques. Tu as parlé justement de l'analyse de risques. Je fais une longue liste. Qu'est-ce qui est le plus probable? Je me protège. Qu'est-ce qui est le moins probable? J'hésite, est-ce que je le fais ou pas? Parce que je suis quand même dans un business. La priorité de l'entreprise, c'est le business. Je fais le choix entre les features business et les features sécurité. Et le reste, j'assume. Je vais dire, en fait, la probabilité, elle est très très faible qu'un ours vienne m'attaquer chez moi. S'il arrive, ça va pas être joli, mais par contre, je sais que la probabilité existe. Voilà. Super, merci beaucoup. Je crois que toi, Paul Arthur, tu as une autre histoire à nous raconter, justement, quand tu as commencé. C'était un petit peu différent et tu avais des besoins de sécurité qui étaient très particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc nous en fait on n'est pas dans une industrie qui est régulée en tant que soi. Par contre, il faut montrer patte blanche, et montrer patte blanche quand on est une start-up, c'est hyper dur. Faut toujours se dire que quand on vend donc notre ICP, ce sont les RSSI, les responsables de la sécurité du SI. Ces gens-là, quand ils font confiance à une start-up, en fait, ils prennent leurs risques, et leur risque, c'est la confiance qu'ils vont nous faire par rapport à ce qu'on a fait. Et donc nous, on s'est mis en ordre de marche avec une équipe Platform Engineering qui a essayé de se mettre en état de l'art sur ce qui peut être fait pour une construction d'une stack technique qui monte patte blanche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est développé sur AWS, on a l'ensemble des services AWS qui permettent de nous protéger, qui sont mis en opération, mais aussi on a développé une plateforme qui est un silo tenant. Ça veut dire qu'il n'y a aucune porosité des data de nos clients à chaque fois qu'on fait un déploiement. C'est un modèle qui est particulier, qui n'est pas souvent le modèle qu'on peut voir dans le monde type du SaaS, même si c'est du SaaS aussi. Donc il y a cette équipe Platform Engineering qui a travaillé, et puis pendant qu'elle travaillait, avec un de mes collaborateurs, on a travaillé pour être, ce qu'on disait, enterprise ready le jour 1. Le jour où la plateforme est créée, il faut qu'on soit en capacité, en fait, de montrer patte blanche. Donc ça passe par la compliance. On a passé ISO 27001 et SOC 2 type 2. Et pour être compliant, il faut faire beaucoup de papier, il faut faire beaucoup de process, et il faut se mettre en ordre de marche sur des choses qu'on se dit, on ferait jamais ça en tant que start-up. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire un background check pour chacun de ses employés, avoir les process qui sont en place pour le faire, de pouvoir le monitorer, le traquer, le justifier si c'est besoin, etc., etc., etc. Et en fait, mine de rien, qu'on a préparé tout ça, oui, c'était une contrainte, mais ça nous a accéléré. Parce que quand on arrive face à un client pour faire un deal, on a la réponse déjà à toutes les questions, parce qu'on l'a vécu, la capacité à se mettre en production avant même d'être mis en production. Merci beaucoup. Thibaut, j'ai envie de continuer avec toi pour un sujet qui est un peu plus large, parce que toi, en fait, tu accompagnes des startups, tu en accompagnes un certain nombre, et je pense que tu as dû voir pas mal de choses passer. Et est-ce que tu aurais un exemple assez intéressant à nous donner sur ce sujet? Est-ce que, par exemple, une startup aurait pu se protéger en quelques clics, ou un petit peu plus, on va dire, et qui aurait pu éviter justement une potentielle catastrophe? Oui, effectivement. Il y a plusieurs startups qui viennent nous voir parce qu'elles ont subi une attaque informatique. Les raisons sont souvent les mêmes. Et effectivement, avec quelques actions simples, on peut se protéger. Il y a une action dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est vraiment la double authentification sur le SSO. C'est le truc déjà très très important chez vous à mettre en place pour tout le monde. Et ensuite, il y a des sujets qui paraissent peu prioritaires au début. On les délègue pour plus tard.
Et finalement, c'est une bonne idée de le faire dès le départ parce que le coût de changement, plus tard, sera trop important. Par exemple, l'environnement de production, il faut l'isoler dès le départ. Avec AWS, c'est quand même assez simple d'avoir un compte au moins dédié à la production, idéalement un compte par environnement. Faites-le dès le départ. Ça va être un peu rébarbatif au début, mais dans 2 ans, 3 ans, quand votre structure aura grandi, ce sera déjà fait et vous n'aurez pas à migrer des centaines d'assets d'un compte à un autre, quoi. Et donc, le premier client de Paddock qu'on a eu, c'est AWS qui nous l'a ramené. Un client de petite taille, une vingtaine d'employés, qui se réveille un matin et tous ses clients lui envoient des mails en lui disant « Je comprends pas, vous m'envoyez des mails de phishing ». Et en fait, en allant voir sur la console AWS, il se rend compte qu'il y a un attaquant qui envoie des centaines de milliers de mails de phishing avec son compte AWS. Il y a aussi AWS qui a décroché le téléphone, qui dit « C'est pas possible, on va vous interdire d'envoyer des mails si vous corrigez pas ça tout de suite ». Donc on investigue et on se rend compte que la classique, une interface de développement, donc pas l'appli de prod, mais une appli de dev, qui a été déployée dans un coin, mais dans le même compte que la production, qui était vulnérable et qui utilisait les mêmes secrets que la production. Et donc, il y a juste un robot qui a trouvé ces creds, qui les a donnés à un autre acteur qui s'en est servi pour envoyer des mails. La morale, c'est que s'il avait isolé sa production, s'il avait utilisé des secrets dédiés pour sa production, et qu'il avait ainsi protégé les credentials qui sont importants, ce serait pas arrivé, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Ça pose aussi la question de savoir quand est-ce qu'il faut investir sur un certain nombre d'éléments. Est-ce que pour vous, il y a des milestones sur lesquels faut pas se louper, quoi. À un moment donné, on commence, peut-être qu'on peut faire un petit peu léger au début parce que le risque, on est capable de le prendre. Mais il y a peut-être des éléments sur lesquels, je sais pas, au moment d'une levée ou ce genre de choses-là, qu'est-ce que vous préconisez, vous, de faire d'un point de vue mise en place? Harry, tu veux commencer? Oui, en fait, il y a pas de sauce secrète, on va dire, ou de recette magique. Ça dépend du cas par cas. Dans mon cas, on est dans du business. C'est le volume, c'est le nombre de clients qu'on a, ce sont les vulnérabilités. L'approche qu'on a eue, c'est un peu comme la construction d'une maison. C'est-à-dire pour faire, les fondations. Je prends les fondations d'une maison. Je vais faire des fondations pour que mon immeuble il puisse arriver au 2e, 3e étage. C'est-à-dire que lorsque mon business il évolue, donc je sais qu'il est capé au 3e étage. Par contre, si mes associés ou le business doit aller jusqu'au 7e étage, je vais dire je dois refaire toutes mes fondations. Mes fondations ne sont pas prêtes. Et le risque, en fait, il arrive à ce moment. C'est la question qu'on va se poser, c'est à quel moment je refais mes fondations? Est-ce que j'accepte de passer du 3e au 5e étage alors que je sais que mes fondations elles sont pas solides? Et c'est là où on va devoir se reposer la question. Et c'est des milestones clés. Nombre de clients, le trafic, est-ce que j'ai des vulnérabilités? Est-ce que le nombre d'alertes a atteint un certain threshold? Il y a certaines alertes quand on s'est lancé à Dalma, ce sont des alertes, c'est du P5, c'est rare. Après, le volume de clients a augmenté, on se rend compte que la rareté devient récurrente. À un moment, on commence à avoir une alerte par jour. Ensuite, c'est 10 000 alertes par jour. Et là, on se pose la question, on se vient à la question, est-ce que vraiment il faut régler ce problème et aussi en fonction de l'impact. Donc, bien sûr, le premier truc que je dirais peut-être en conseil, c'est si l'impact du risque, il est élevé, faites-le dès le début. Donc, ce que Thibaut a dit, juste pour rebondir dessus, c'est très bon conseil. Démarrer dès le début si vous le pouvez, parce que le risque il peut être très élevé. Si le risque il est faible, vous pouvez vous poser la question. Et donc il y a des milestones, nombre d'employés aussi. Je prends mon exemple parce que l'exemple de Thibaut, en fait, c'est l'histoire de ma vie aussi. J'ai fait l'environnement, j'ai séparé mes environnements après avoir lancé. C'est fastidieux, c'est painful. Et aussi, les premiers employés, au début, on partage des mots de passe, on partage pas mal de trucs pour aller vite. On se dit, vas-y, tiens, le mot de passe, j'ai besoin d'accès à cette machine, tiens, voilà la clé, vas-y, copier-coller dans Slack, une longue liste. Et on se rend pas compte que lorsqu'on grandit dans la boîte, en fait, c'est la culture que la boîte va continuer à avoir. Parce qu'ils vont se dire, en fait, si le CTO, il le fait, moi aussi je peux le faire. Et on passe de 3 personnes à 50 personnes. Et je me retrouve un jour en train d'ouvrir un Google Drive. Je vois un gros fichier Excel avec plein de mots de passe d'outils. Je suis là, oh là, je crois qu'il faudrait peut-être remettre des process en place et stopper et tout recadrer. Donc voilà, donc il y a certains indicateurs qui nous poussent en fait à prendre des décisions drastiques. Mais l'idéal, c'est mettre des bonnes pratiques dès le début. Ça va vous sauver, ça va vous faire gagner un temps fou plus tard. Super, merci. Est-ce que Paul Arthur, tu as des éléments à nous donner sur la partie justement, quels sont les milestones importants selon toi, sur lesquels il ne faut pas se louper?
Je pense que même au-delà des milestones, c'est comment je suis pragmatique et réactif par rapport à ce que je vis tous les jours. En fait, il y a des questions qui se posent dans la vie d'une start-up. Le premier salarié qui doit partir de sa start-up, c'est un risque. Et donc, le premier salarié qui part de sa start-up, c'est une première milestone parce qu'on se dit, mais mince, il va partir avec toute ma data. Est-ce que je peux me prémunir de ça? Ah bah oui, il y a des outils, en effet, sur le marché qui peuvent aider. On peut contrôler le PC, on peut le fermer, etc. On a eu un autre exemple. On a eu une data qui a été accessible, qui n'aurait pas dû l'être. Et en fait, on se met en réaction aussi constamment, mais il faut se donner le temps de l'être. Et donc il y a souvent des backlogs de développement, on priorise sur une roadmap. La sécu, c'est un peu différent. C'est aussi de temps en temps, c'est quand ça nous arrive qu'il faut vraiment prendre acte pour pas que ça se retrouve une prochaine fois et vous allez tous faire des erreurs. Il y aura toujours des problèmes. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, vous prenez un sacré risque si vous prenez pas conscience des erreurs que vous avez faites et vous les corrigez pas. Merci beaucoup. Thibaut, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, déjà je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est souvent des facteurs externes, nous, qui vont déclencher des missions chez Paddock. Une attaque informatique, forcément on est obligé de réagir. Un gros client qui a des exigences, comme le disait Paul Arthur tout à l'heure. Une levée de fonds avec des investisseurs qui ont des exigences plus fortes aussi. Donc, comme tu disais, il va y avoir beaucoup de réactions. Ce que je conseillerais, c'est de ne pas attendre la dernière minute. Essayer de réserver du budget pour la sécurité dès le départ. Je prêche un peu ma paroisse, mais faites-vous aider pour faire une bonne roadmap de sécurité, savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ça vous coûte moins d'argent plus tard. Faites-le au fur et à mesure, et ce sera juste plus simple. C'est un peu comme de la dette technique de sécurité, il faut éviter qu'elle s'accumule, parce que le jour où ça va casser, ça va être un événement très traumatisant pour tout le monde. Une attaque informatique, c'est jamais agréable à vivre. Ça va immobiliser votre business, ça peut être très risqué, donc il faut le faire au fur et à mesure. Super, merci. Et justement, moi je parle à beaucoup de startups très régulièrement de sécurité. On m'oppose souvent la priorisation du business. On me dit que le business passe en priorité. Je pense qu'on a un petit peu parlé, Harry. J'aimerais bien vous entendre là-dessus sur comment justement convaincre un stakeholder qui est business que c'est important, ou inversement, si on est un CEO et donc non technique peut-être à la base, on se dit comment je fais pour que les 70 heures que je fais par semaine soient bien protégées, que tous les investissements qu'on fait soient bien protégés. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Harry, si tu veux commencer. Oui, en effet, Dalma, nous sommes dans du B2C, donc c'est business first. Business first, toutes les personnes qui rejoignent la tech, c'est d'abord le business et ensuite la tech. Par contre, dès le premier jour, l'avantage aussi, c'est qu'on a mis une règle qui est 70-20-10. 70% du temps, on va essayer de faire des projets business. Donc, on va construire la roadmap. 20%, ça va être sur des projets opérationnels, comment on améliore en fait nos outillages internes. Et 10%, c'est de la tech for tech. Donc ce qui se passe, c'est comme on travaille sur des sprints, on va essayer de garder, c'est une règle théorique, mais plutôt le concept qui est le plus important, c'est la dette. C'est-à-dire, si dans ce sprint, on a 90%, 95% de sujets business, on fait comprendre aux équipes business qu'on est en train de créer de la dette. Donc les 10% de tech for tech, on les a pas alloués, donc on va les allouer. Ce qui fait qu'on arrive rapidement dans l'année avec 2 moments où j'appelle des mois morts. Le mois d'août, tout le monde est en vacances, donc c'est le mois mort, il n'y a pas de sujet business qui passe. Donc si on a tellement accumulé de dette tech for tech, on va le faire pendant le mois d'août ou le mois de décembre. Parce qu'on est dans un business qui est aussi saisonnier ou cyclique. Ça sert à rien de lancer une nouvelle feature pour l'assurance des animaux alors que tout le monde est en vacances et en famille. C'est pas le bon moment. Donc c'est un peu cette logique et ça a été adopté par mes associés, par les équipes, c'est compris. Donc voilà, c'est un élément qui aide pas mal. Sinon, c'est très difficile de convaincre des personnes en disant, je donne un autre exemple parce que c'est une phrase qui nous arrive souvent. C'est, oui, mais pourquoi je dois renforcer ce truc alors que ça marche très bien? Donc c'est comme si j'ai une voiture. Pourquoi est-ce que je pars faire la révision de ma voiture alors que ça marche très bien? Ah oui, mais ton sujet, je croyais que tu étais intelligent. Je sais pas s'il y a des gens qui ont entendu ça. Je pensais que tu étais intelligent. Normalement, ton système, il est robuste, il doit être robuste. C'est quand même toi. Et comme je disais, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. Il faut faire comprendre à la personne que même une voiture a besoin de révision. Même des grands groupes se sont fait attaquer. Il y a eu des failles de sécurité. Pourtant, il y a des départements. Il y a des gens plus smart que nous dans la vie. Donc voilà, c'est un travail continu et il faut allouer du temps. Merci beaucoup. Paul Arthur.
Ouais, nous, on a eu plusieurs phases d'alignement en fait avec notre business qu'on a dressé et ce qu'on devait faire en interne. Quand on a passé nos certifications ISO 27001 SOC 2, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'interne. Quand on a eu des fonctionnalités core produits, on a dû mettre en place, je peux donner un exemple, mais on a créé un agent relais qui permet de sécuriser les flux entre notre plateforme et les appliances on-premise de nos clients. Quand on crée quelque chose comme ça, c'est complètement sécu et c'est pour sécuriser en fait notre proposition de valeur vis-à-vis de notre client. Si on l'a pas, ça, typiquement, on est mis hors jeu de discussions qui peuvent prendre des mois et des mois et des mois et des mois, et donc on va pas être mis dans la picture. Pour vous dire, il y avait un client qui me l'avait demandé en janvier, on a dit on l'a pas, mais on peut le sortir assez rapidement. Ils ont finalisé en décembre la signature avec l'éditeur qu'ils ont choisi, mais on était mis hors jeu parce qu'on l'avait pas, et donc on est obligé d'investir quand ça aligne avec le business. Par contre, c'est vrai que oui, la personne que j'ai mis à faire ma compliance pendant 6 mois, qui a passé un mi-temps, qu'est-ce que je lui fais faire après? Et en fait, si je lui laisse son mi-temps sur la sécu, il va mouliner, il va continuer à me faire des choses. Donc il faut être pragmatique. On peut pas tout faire, et donc il faut demander, surtout quand on a des ressources limitées, il faut que les ressources en interne qu'on a, moi de ma casquette de CEO, puissent faire des choses qui ont de l'impact pour le business, pour la sécu, pour le produit, etc. Et donc oui, il y a des moments donnés, je pense en interne, on fait pas 100% de sécu tout le temps quand il n'y a pas besoin, quand c'est pas une phase. Il faut savoir avoir la vue sur est-ce que ça va m'apporter, est-ce que ça va apporter à mes clients constamment. Et ça a souvent été des discussions. Est-ce qu'on peut pas faire ça plus tard? Donc en fait, on a un gros backlog de choses qui seront intéressantes, pertinentes au plus on grandit et au plus on gagne en maturité. De mon côté, ouais, c'est vraiment mon travail de tous les jours d'essayer de convaincre les gens de faire de la sécurité. Donc c'est une question auquel je réfléchis souvent. Déjà, c'est difficile. Au-delà des obligations pour le business, il n'y a pas un ROI très facile à calculer sur un investissement en sécurité. Donc c'est assez compliqué. En plus, tout le monde a ce biais cognitif de se dire a priori, je vais pas me faire attaquer. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est assez classique. J'ai 3 leviers pour essayer de convaincre les dirigeants. Le premier, c'est de faire un audit. Il suffit de montrer une longue liste de vulnérabilités, de façons d'attaquer l'entreprise, et là, tout de suite, ça peut permettre de débloquer du budget. La deuxième chose, c'est qu'aussi, j'aide les entreprises à se comparer avec d'autres entreprises qui ont le même niveau de maturité. On a fait une matrice avec plein de points de contrôle. En 1 heure, on passe dessus et je peux dire à l'entreprise, bah voilà, sur la sécurité applicative, tu es plutôt bon par rapport au marché. Par contre, en sécurité infrastructure, en sensibilisation de tes employés, t'es vraiment mauvais par rapport aux autres. Et donc là, il y a aussi cette comparaison qui peut aider pour savoir qu'est-ce que je dois vraiment faire, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce que je suis censé avoir fait à ce stade, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et j'avais un 3e point, mais je crois que je l'ai oublié. Non, je l'ai plus. Tant pis. Merci beaucoup. Je pense que c'est hyper intéressant justement, et ça ouvre la question de l'outsourcing. Est-ce qu'on le fait en interne? Est-ce qu'on le fait en externe? Qu'est-ce que ça a comme sens en fait aujourd'hui d'investir? Moi j'imagine recruter quelqu'un en sécurité, c'est aussi compliqué. Enfin, c'est ce que j'imagine. Est-ce que Harry, par exemple, vous y avez pensé à internaliser de la compétence forte? On l'a fait, on a externalisé. La plus grosse question, c'est de savoir quelles sont les priorités. Quelle valeur ça va apporter à l'instant T, et qu'est-ce qu'on fait faire à la personne, je rebondis, juste lorsque la mission sera terminée. Donc on peut avoir des missions courtes, on a eu plusieurs modèles à Dalma, on a eu des missions courtes, des missions longues, on s'est posé la question de la propriété intellectuelle, quel est le risque aussi d'externaliser, et aussi la compétence. Donc pour nous, il y a des projets pour lesquels on n'externalise pas du tout, parce qu'on considère qu'on va perdre beaucoup de propriété intellectuelle, ou alors la montée en connaissance, récupérer le knowledge va être difficile, et il y a d'autres projets sur lesquels on est 100% à l'aise à externaliser parce que ça nous apporte beaucoup de valeur. Le faire en interne, même si on a de la compétence, c'est pas là où on veut allouer du temps. On veut développer notre business, donc on a tout intérêt à externaliser. Voilà.
Merci beaucoup. Paul Arthur, pour toi, c'est business critical, j'ai l'impression. Business critical, on est internalisé, on a les talents pour ça, ils sont même tagués en tant que tels, les développeurs qui ont des spécialisations en sécurité, les ingénieurs, même clients, parfois travaillent pour l'interne, parce qu'en fait, on a cette chance-là d'avoir un vivier de talents qui peuvent avoir beaucoup de choses à dire et donner du contexte. Par contre, oui, je pense que c'est bien de se faire accompagner quand on n'a pas l'expertise. Par contre, il faut garder l'ownership. Et si on se fait accompagner et que les personnes font à la place chez nous, je pense que c'est difficile de créer une culture où les choses vont rester stables ou même compréhensibles dans le temps. Donc, pour nous, c'est business critical. Il faut que tout le monde soit aware de ce qui se passe et de comment on le fait et de pouvoir en fait l'expliquer et s'améliorer. Oui, il y a effectivement cette notion de propriété intellectuelle et d'ownership de la sécurité. Après, la difficulté, c'est quand on est petit, on n'a pas le budget pour embaucher quelqu'un à temps plein, quoi. Et en plus, on a des besoins très divers en sécurité. Au début, on va devoir faire un test d'intrusion dans l'année, on va devoir remplir des papiers pour une norme, on va devoir gérer de la sensibilisation, aider les développeurs à mettre en place un WAF, un Web Application Firewall. C'est des sujets qui sont tellement divers que vous allez devoir chercher un mouton à 5 pattes, et ça va être complexe. Donc, je pense que dans un premier temps, ça peut être intéressant de faire appel à des prestataires pour aller chercher les bonnes compétences. Et une fois qu'on a un backlog suffisant de tâches, là, on peut penser à une internalisation. Après, comme tu disais, Vivien, c'est des profils qui sont difficiles à trouver, quoi. Merci beaucoup. J'ai envie de poser la question des outils, le top 3 des outils pour vous, qui vous a aidé, qui vous a sauvé la vie, qui vous a permis de gagner quelques mois. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous a aidé sur votre parcours. Harry? Pour être honnête, j'en ai pas des masses. Je me suis plutôt mis beaucoup d'alerting, monitoring. Donc il y a pas mal d'outils AWS qui aident pour justement mettre des alertes, des métriques. Et en gros, j'ai plein de dashboards que je regarde et je me suis mis plein d'alertes. Mais bien sûr, les outils classiques, ça va être du ChatGPT, plus dans l'automatisation de certaines tâches ou bien récupérer, nous aider à faire des tâches un peu plus rapidement. Il y a CodeGuru aussi qu'on aime pas mal, on utilise pas mal chez nous et qui nous fait gagner du temps. Mais sur les aspects sécurité, c'est beaucoup de monitoring, beaucoup d'alerting qu'on fait. Ouais, non, enfin les gains, toi tu l'as dit, mettez en place le tout est fait. Il y a des basiques en sécu et même je réfléchissais finalement, par exemple si on regarde à Station F et on fait les bureaux, quasiment personne qui a un locker de PC. Bon, bah c'est le truc le plus, ça coûte quasiment rien. On est une startup, c'est compliqué d'investir, mais vous mettez votre PC, c'est une des premières failles de sécu, le fermer. Nous, on utilise notre propre outil, on a cette chance aussi, donc on automatise beaucoup de choses en interne. Même l'awareness, par exemple, on parlait d'AI générative. On a chaque mois une newsletter sur les bonnes pratiques sécu qui part sur Slack avec des orchestrations autour de ChatGPT. Donc il y a beaucoup de choses en interne qui sont faites parce qu'après ça nous fait marrer de pouvoir les montrer à nos clients suivant les comportements qu'on a. Il y a des alertes qui remontent, tout est traqué, tout ce qui se passe chez Mindflow part dans des logs où on peut vérifier ce qui s'est passé. Notre Google Workspace qu'on utilise tous les jours, il est hyper bien paramétré, ce qui fait qu'on a peu d'exposition au risque sur ce qu'on peut partager à l'externe, ce qui participe en fait à l'awareness générale. Nous, ce qu'on a utilisé par contre qui a été game changer comme outil de compliance, on a utilisé quelque chose qui s'appelle Drata. Il y a des éditeurs américains qui ont sorti des frameworks de compliance. Ils viennent en fait faire biseau humain plus outils qui viennent prendre des preuves en fait de la bonne posture de sécurité. Ça, c'est game changer. Si vous avez un jour vous devez vous mettre en posture de sécu, passer directement par un de ces outils. Ça vous fera gagner énormément de temps quand on voit ce qui peut se passer si on passe pas sur un de ces outils. C'était une question très difficile aussi. Du coup, j'ai plutôt fait un top 30 des outils. Non, plus sérieusement, dans l'ordre, je garde le meilleur pour la fin, mais je dirais déjà le WAF d'AWS qui est quand même
assez simple à mettre en place, c'est quasiment 3 clics, hein, j'exagère à peine, qui va vous protéger des attaques très simples. Mais en fait, au début, quand vous êtes petit, il n'y a pas forcément d'attaquant qui va vous cibler personnellement. Ce que font les attaquants, c'est qu'ils vont scanner le web à la recherche d'une faille facile à exploiter. Et donc, ces failles-là, elles sont connues. Les bots, la manière dont ils les exploitent, c'est connu. Et donc au moment où vous allez activer SWAF, vous allez vous protéger déjà de toutes ces attaques un peu où la personne essaye juste de compromettre n'importe qui, quoi. Et là où avant c'était assez compliqué à mettre en place, aujourd'hui on l'attache à son application load balancer, on n'en parle plus, quoi. Le deuxième, ça peut paraître un peu vieux jeu, mais c'est le VPN. J'ai testé beaucoup de solutions pour essayer de réduire la surface d'attaque. Je reprends l'exemple de l'entreprise tout à l'heure que je disais qui s'était fait pirater. C'était une interface de dev qui était interne, qui était réservée à un usage interne et elle était exposée, quoi. Si elle était derrière un VPN, ce serait pas arrivé. Si vous avez un GitLab et que vous l'exposez sur Internet, le jour où il y a une vulnérabilité critique et avec un bypass d'authentification, dans les 10 minutes, quelqu'un va s'introduire sur votre GitLab et vous allez être piraté. S'il était derrière un VPN, ça arriverait pas, quoi. Et c'est plus simple à gérer qu'un bastion d'administration, que d'autres solutions. Je serais ravi d'en discuter après si ça intéresse des gens. Et enfin, le dernier outil, je trouve que c'est assez large, mais c'est l'IAM d'AWS qui est vraiment bien fait. La plupart des attaques vont être liées à des erreurs humaines. Et elles vont être liées à des secrets qui vont être utilisés, qui vont leaker. La semaine dernière, il y a un développeur chez Mercedes qui a leaké un GitHub token et ils ont perdu tout leur code source. Tout a été volé. Et grâce à l'IAM d'AWS, c'est le genre de choses qui n'arrivent plus. Vous allez pouvoir utiliser l'OIDC pour autoriser vos repos à se connecter et à déployer des choses dans votre infra, à pousser des images Docker. Vous allez à chaque fois pouvoir tout connecté sur l'IAM d'AWS et tout relié à des credentials qui sont rotate toutes les 15 minutes. Et ça, je trouve que c'est vraiment un game changer. On peut faire une infrastructure avec un seul secret, c'est votre mot de passe de SSO. C'est celui que vous tapez le matin et c'est tout. Et du coup, ça va vous enlever une charge mentale, ça va complètement annuler les possibilités d'erreur humaine. Et donc, je trouve que ça a vraiment changé la donne. Merci beaucoup. Je vois que le temps est compté. Il nous reste quelques minutes pour éventuellement quelques questions. Donc n'hésitez pas à lever la main. Je sais qu'on a un micro qui peut. Oui, merci. Axel, je suis une start-up à Station F. On fait du paiement par carte, donc la sécurité c'est un peu au cœur de ce qu'on va devoir construire. Et la question c'était pour Paul Arthur. Est-ce que tu t'es fait accompagner pour SOC et ISO ou pas du tout? Tu l'as fait tout en interne. J'ai compris pour l'outil qui t'a permis entre guillemets de pouvoir faire ton reporting plus simplement. Mais sur la mise en place de tout ça, est-ce que tu t'es fait accompagner ou pas? Non, en fait, ce qui est génial, c'est que l'outil vient avec du professional service. Donc, ils viennent donner de l'awareness sur ce qu'il faut faire et ce qui va être demandé. C'est aussi important parce que dans la cyber, il peut y avoir, si on commence à regarder, il y a des choses qui vont pas être regardées par l'organisme de certification, qui sont moins importantes. Par contre, elles sont quand même présentes. Donc, ils vont venir donner ce recul-là. C'est important et ça, on le sait pas tant qu'on l'a pas vécu. C'est impossible. Et c'est une personne que j'ai dédiée qui a su monter en compétences en fait avec l'outil et maintenant qui a l'ownership chez nous sur ce sujet-là, qui est resté et cette personne en fait a grandi. Elle était alternante chez nous. À la fin de son alternance, elle a pris ce sujet et maintenant c'est notre référent. C'est hyper important, je pense, que quelqu'un soit référent en interne. Quand on s'engage dans un sujet comme ça, parce qu'en fait, il y a trop de complexité, il faut un single point of truth dans la boîte. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question? Bonjour Guillaume Catelin, CTO de Apneal. On fait du diagnostic de l'apnée du sommeil avec une application mobile. Est-ce que vous avez des conseils un peu généraux pour les startups medtech qui ne sont pas forcément soumises à la ISO 27001, mais c'est tout de même nécessaire pour les systèmes de management de la qualité des dispositifs médicaux donc, Forcément, toi, l'enjeu principal, ça va être, j'imagine, la donnée personnelle. C'est un peu ça qui peut t'inquiéter. Donc,
il va falloir tout de suite, c'est important de mettre en place des bonnes bases, comme je disais tout à l'heure, mettre en place du contrôle d'accès tout de suite. Si tu attends d'avoir une entreprise de 300 personnes pour te demander qui a accès à certains buckets, qui a accès à certaines bases de données, ça va être très compliqué de revenir en arrière, quoi. Donc il faut te poser la question des politiques de sécurité, des chiffrements. Il y a quand même beaucoup de guidelines qui sont donnés par AWS et qui vont te permettre d'atteindre un niveau de sécurité qui est bon assez rapidement. Et puis croise les doigts, peut-être que tu te feras pas attaquer. Il ne faut pas hésiter aussi à venir nous voir. On est là pour ça, les Solutions Architects. Et moi, je fais beaucoup de meetings où on discute de ces éléments. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? On peut même faire un Well Architected Security qui reprend les différents points et on peut mettre en place un début de roadmap. Et éventuellement, vous aider à vous faire accompagner s'il y a besoin. Ouais, effectivement, on fait les programmes WAR avec vous et c'est en quelques jours, tu vas avoir une roadmap où chaque tâche est assez liée à tes enjeux en particulier. Il y a des choses qui vont être plus prioritaires que d'autres pour toi. Et donc, ça peut être pas mal de te faire accompagner. Et l'État met de l'argent aussi sur ces sujets-là. Donc, quand on est une PME, on peut se faire financer par BPI des diagnostics, il faut le savoir. Ça vaut toujours le coup. Et je pense, je sais pas s'il passe par ce genre d'organisme. Donc, en fait, aussi, aller taper à la porte de BPI, on peut faire un diag cyber, et en particulier quand on est dans la santé. Merci beaucoup. Une autre question? Donc bonjour, je m'appelle Ryan, je suis CTO de La Belle Épargne. Du coup, on a pas mal parlé du coup de protection, mais moi j'avais une question. Mettons qu'on soit compromis, qu'on soit fait pirater. La question c'est est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, comment réagir par rapport à ça et comment on peut sauver les meubles, quoi. Si tu t'es pas préparé à l'avance, que t'as pas prévu la liste des gens qu'il fallait contacter, les premières actions à faire, le mieux c'est d'appeler tout de suite l'ANSSI ou un prestataire professionnel. Et en attendant, parce que il y a certaines choses à faire dans un certain ordre, donc et je pense que t'as pas eu forcément le temps de t'y préparer à l'avance. C'est vraiment le sujet le moins prioritaire de se dire qu'est-ce qu'on va faire en cas d'attaque. Donc c'est un peu bateau. Je te conseillerais de faire appel à un professionnel pour t'aider. Il faudra faire de la rotation des mots de passe, essayer de contenir l'attaque, de vérifier jusqu'où l'attaquant a été et de reconstruire toute la partie du système qui a été compromise. Après, si dès le départ tu as utilisé des bonnes pratiques, comme je disais tout à l'heure, utiliser ton rôle IAM pour te connecter à la base de données ou ce genre de choses, tu vas avoir beaucoup moins d'actions à faire aussi, quoi. Donc plus ta dette technique et de sécurité est faible et plus en cas d'attaque, tu vas être assez serein parce que tu sauras exactement quoi faire. Très rapidement, il y aura très peu d'actions à faire, quoi. Je peux rebondir. Pour rebondir, il y a un élément qui est hyper intéressant aussi, c'est la réglementation, c'est-à-dire un truc qui est bien dans les audits. Bon, d'Alma, on est dans l'assurance des animaux, mais on a la réglementation banque, on a la réglementation assurantielle, donc on a pas mal d'audits. Je crois que j'ai un audit tous les 6 mois. Et il y a une partie, le PCA. Donc en gros, plan de continuité d'activité, et finalement tous ces scénarios, tu dois les lister, tu vas lister un ensemble de scénarios et justement, est-ce que cette attaque c'était l'un de mes scénarios? Et l'avantage c'est ils vont te demander aussi dans l'année, tu dois essayer de jouer ces scénarios, de voir comment tu réagis, est-ce que les personnes sont entraînées, est-ce que les personnes sont sensibilisées, si ça arrive, est-ce que j'ai une war room par exemple, est-ce que j'ai les personnes que je dois contacter? Et en subissant ces audits, en suivant ces audits justement, on a déjà un process qu'on a décrit, on s'est préparé en cas d'éventuelle attaque, voilà ce qu'on devrait faire. Et lorsque l'attaque arrive, on sort juste la carte et essayons de suivre le process. Si on n'arrive pas à résoudre le problème, levons la main et demandons à quelqu'un d'autre de nous aider. Et n'hésitez pas aussi à parler aux architectes solutions tels que moi ou mes collègues, justement, dans ce genre de cas-là, parce qu'il y a des actions côté AWS qui peuvent vous aider. On a pas mal de bonnes pratiques aussi. Voilà, c'en est terminé pour cette session. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos participants. Et merci pour... Merci à toi.